heureuse de vous retrouver pour partager avec vous un nouveau voyage. Et pour commencer, une petite devinette. Si je vous dis que nous allons découvrir ensemble une cité-État insulaire située en Asie du Sud-Est, à quelques encablures de la Malaisie, et qui rassemble une des plus fortes densités de population au monde, avec près de 5 millions d'habitants pour 715 km², vous aurez peut-être deviné que nous allons découvrir ensemble Singapour. Depuis cette passerelle au sommet de la canopée, vous devez vous demander, mais où est la ville moderne, symbole de gigantisme, de business, de place financière, mais aussi de multiculturalisme? Eh bien, elle se cache là, regardez, juste derrière les arbres. Singapour a-t-elle d'ailleurs réussi son pari de préserver la nature au cœur de la cité? Et comment celle que l'on appelle aussi la Cité du Lion est-elle devenue une destination touristique à part entière? C'est ce que nous allons aussi découvrir ensemble. Cela fait longtemps que nous n'étions pas venus en Asie avec Échappée Belle et vous allez voir que Singapour n'est pas seulement une escale aujourd'hui. Je vous préviens, on va avoir un petit peu chaud. Allez, c'est parti! Singapour, une ville étonnante. L'aéroport donne le premier aperçu de ce que Singapour peut offrir aux touristes. C'est vraiment un privilège pour n'importe quel chef du monde de disposer d'autant de variétés différentes, sur son propre toit qui plus est. C'est comme un rêve. Cosmopolite, Tu vois l'ancien marché qui a été reconverti aujourd'hui pour accueillir tous les petites échoppes qui étaient dans les rues avant. Et tu vas vraiment pouvoir faire un voyage autour de l'Asie du Sud-Est dans l'assiette. Ah, c'est délicieux. et innovante. Je m'appelle Ella. Enchantée. And go! Moi, je croyais que c'était un petit entraînement, mais non, en fait. C'est un petit peu le docteur des fleurs, le docteur des orchidées. On peut dire ça. Singapour, des îles envoûtantes. Pour moi, Singapour est trop moderne. Ici, je peux encore vivre une vie de village, avec des choses traditionnelles. Tout le monde se connaît. C'est une vie plus tranquille qui me correspond mieux. C'est vraiment un plaisir de les écouter. Bon, le mien, il est timide, il ne chante pas, il préfère danser. Qui s'engage pour le futur. Singapour est bordé de nombreuses forêts tropicales. C'est notre devoir et notre responsabilité de protéger ce que nous avons. Je veux que mes enfants de 1 et 4 ans puissent plonger avec moi dans 10 ans et voir les mêmes choses que moi. Je viens en paix, Lynn. C'est parti pour mon voyage à Singapour et il commence en ta compagnie, ma chère Mathilde. Tu fais partie des quelques 15 000 expatriés français à avoir fait le choix de vivre à Singapour. Ouais. Quel bon vent t'a amené jusqu'ici, toi, Mathilde? Oh bah moi du coup ça fait presque 8 ans que je suis là et je suis arrivée en tant qu'étudiante parce que je voulais découvrir les arts traditionnels asiatiques du théâtre et à Singapour il y a une super école pour ça. Et puis moi à la base j'étais pas censée rester. Et finalement, j'ai rencontré mon mari, tout ça, et je suis restée. Et je suis vraiment restée pour le théâtre et pour cette volonté de découvrir toutes les cultures asiatiques. Alors, multiculturalisme, on le voit là ici en se baladant, parce qu'on a une mosquée là juste derrière nous. Alors, qui sont vraiment les Singapouriens? Mais les Singapouriens sont chinois, indiens, malais, européens et tous les mélanges que ça peut donner également. Pas beaucoup de vélos pour l'instant dans les rues de Singapour. Non, c'est pas encore très développé et pourtant c'est un super moyen de découvrir la ville parce qu'on peut faire le tour de l'île en fait à vélo et on découvre plein de coins comme ici. Et donc là on est dans la rue Haji Lane. Moi c'est la toute première rue dans laquelle j'ai passé une soirée à Singapour. D'accord. Et tout de suite je suis tombée amoureuse de cette rue. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se sont installés donc comme tu vois c'est hyper coloré, t'as plein de petites boutiques. C'est un petit peu mon pèlerinage à moi. Et puis, je voulais te la faire découvrir en tout premier. Je te remercie. Mais je t'en prie.
Autre type de 2 roues, enfin non, 3 roues, parce que t'as vu, c'est des scooters sidecar. Exactement. Hein, voilà. Les visites de Singapour de manière décalée. Bon, changement de quartier, changement d'ambiance là, Mathilde. Hein. Exactement. On est maintenant dans Chinatown. Ouais. J'ai l'impression que Singapour est en perpétuelle effervescence. Oui, Hein? c'est tout à fait ça. Il y a des odeurs qui sont assez fortes là. Hein? Oui, c'est peut-être du durian que tu sens, je pense. Ici, là, ce fruit là qui sent très très fort. Ouais, mais gros symbole à Singapour, on a même un building qui est construit en forme de durian. T'apprécies ça toi, ce fruit, le durian? Parce que ça a un goût très particulier. Hein? Et tu sais, moi je viens du Nord, on mange du maroilles, des choses comme ça, et pourtant le durian, ça reste encore un truc que j'apprécie pas trop. Oui. Et il y a beaucoup d'interdits aussi. Là, on voit que les rues sont propres, mais pour une raison bien particulière, c'est qu'on n'a pas le droit de fumer en ville, donc de jeter ses mégots par terre. Il paraît que les chewing-gums sont interdits. Ah oui, alors ça, les chewing-gums sont interdits à la vente, interdits d'en acheter. Il y a des restaurants qui donnent des règles de bonne conduite, où on n'a pas le droit de se tenir la main, s'embrasser en public, des choses comme ça. Ok. Le revers de la médaille ici à Singapour, on va quand même pas se mentir, c'est que c'est pas un exemple de liberté d'expression. Non. Ça, typiquement, moi, quand je fais des spectacles, il y a même une institution qui est dédiée à la censure, où on doit soumettre tous nos textes. Donc on fait avec, hein, ça fait partie de la ville, on l'accepte, on le respecte. Il y a du monde pour la photo là. Hein. Exactement, donc le Merlion, symbole de Singapour maintenant, créature à moitié lion, à moitié poisson. Et d'ailleurs, c'est de là que tient le nom singapourien. Singa, ça veut dire lion. Ouais. Et donc la cité du lion, ça vient de là, de cette symbolique du lion. Mais c'est surtout une stratégie touristique, parce qu'il fallait un symbole pour cette quête d'identité toujours. Et donc maintenant, tu peux trouver des Merlion au chocolat, tu peux trouver des t-shirts avec ton Merlion, etc. Ah, parmi les autres symboles de Singapour, il y a cet hôtel là qui est devant nous. On a l'impression qu'un paquebot s'est échoué sur les immeubles. Exactement, Marina Bay, à l'intérieur duquel il y a un des plus grands casinos d'Asie et au haut duquel il y a une piscine à partir de laquelle on a une vue imprenable, parfait pour tous ceux qui sont en quête de luxe par ici. Ok, on sent que ici les architectes se sont fait plaisir. Hein. Oui, ouais. Là tu as le musée des sciences qui est cette espèce de nénuphar qui sort de l'eau. Et tiens, regarde derrière. Tu vois, ce bâtiment, c'est Esplanade, c'est là où tu as tous les grands théâtres. Et si tu remarques bien, c'est à la forme d'un durian. Le fruit avec tous ces petits picots. Exactement. Hein, c'est ça, qui sont pas bons. Je vais te montrer maintenant Garden by the Bay. C'est là où il y a une belle surprise. Cherche l'illustration de ce qu'est une ville-jardin, là on en a un parfait exemple. Hein. Ah oui, tout à fait. On est à Garden by the Bay ici, qui est un jardin bien sûr complètement artificiel, mais sur lequel ils essayent de faire en sorte que la nature puisse devenir un peu sauvage. C'est ça, c'est des super arbres artificiels. Et c'est très représentatif de Singapour, mine de rien, parce qu'ils ont vraiment cette envie de garder des espaces verts assez proches de la population. Hey, bonjour. Nous allons nous occuper de ces super arbres. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Hi. Bonjour. Vous permettez qu'on jette un petit coup d'œil sur certaines de ces plantes? Merci monsieur, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça par exemple? Ce sont des plantes silencio. Nous les avons choisies spécifiquement pour les planter sur les super arbres. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et elles n'ont pas besoin de terre. C'est plus facile pour nous de les entretenir. Avant ce projet, qu'est-ce qu'il y avait là, ici? Ici, c'était une partie de l'océan. Ok. Tout cet espace n'existait pas. Ah oui, donc tout a été créé de toutes pièces. Oui, nous avons tout créé. L'idée, c'est de permettre à ces plantes de couvrir la totalité de l'arbre, comme si c'était dans une vraie forêt.
Une des autres fonctions de ces super arbres, c'est qu'il y a une installation avec des panneaux solaires au sommet. Cette énergie solaire est donc capturée et permet d'éclairer cet espace la nuit et constitue 70% de l'énergie utilisée. Grâce à ces super arbres, nous récoltons également l'eau de pluie, ce qui nous permet d'arroser les cultures environnantes. Aujourd'hui, on peut dire que la construction de ces super arbres est un vrai succès de la culture en verticale. Et si d'autres villes souhaitent revégétaliser, ils peuvent utiliser le même principe. Singapour a la folie des grandeurs. Dans le ciel, les constructions se font audacieuses et futuristes. Une forêt de verre et d'acier qui a fait de la petite cité-État l'égale de Manhattan ou Hong Kong. Mais ici, la jungle n'est pas que de béton. Les terrasses ont été inspirées par les rizières en balcon de Bali qui forment des escaliers. À Parc Royal, la végétation est reine. Et le roi de ces jardins suspendus à Singapour, c'est le cabinet d'architecte Woha. Depuis 30 ans, ils imaginent des immeubles innovants conçus pour impressionner, et bien plus encore. À Singapour, il fait très chaud, donc pour baisser la température, on a essayé de trouver des techniques de design respectueuses de l'environnement, comme ces bassins. Ici, lorsque l'air chaud rencontre l'eau plus froide, cela permet de rafraîchir la température. Tout cela a permis de baisser la consommation d'énergie de cet immeuble de presque 60%. Quelques blocs plus loin, un autre hôtel surprend avec sa réception ouverte au grand air. Et surtout, sa structure de 190 mètres de haut, où une vingtaine d'espèces de plantes grimpantes fleurissent au fil du temps. En recouvrant complètement l'immeuble de verdure, on a multiplié par 10 la végétation qui se trouvait ici avant. Cela compense la construction de 10 autres immeubles aux alentours. Et en plus, ça permet d'utiliser la lumière du soleil pour la photosynthèse et ça crée de l'oxygène. À Singapour, les immeubles sont des prototypes grandeur nature. Et si la ville est forcée de s'étendre vers le haut, c'est que son espace au sol est limité. Pour s'en rendre compte, il faut prendre du recul dans les bureaux de l'agence qui planifie l'avenir architectural de Singapour pour le prochain siècle. Dernier né de ces gratte-ciel, Capita Spring, dans le quartier financier, est aussi un des plus vertigineux de la ville. 280 mètres de haut au 51e et dernier étage. Et sur le toit de la ville, le plus haut potager urbain du monde. D'ici, on peut même voir l'Indonésie au loin, et de ce côté-là, c'est la Malaisie. C'est une vue impressionnante. Les plantes méditerranéennes ne poussent pas bien à Singapour, c'est trop humide. Mais le fait d'être au 51e étage, on a une brise constante qui souffle, et donc ça abaisse la température juste ce qu'il faut pour qu'elle s'épanouisse. Par exemple, là, on a du romarin qui est sans aucun doute le meilleur de tout Singapour. Et ça n'a rien à voir avec mon talent, c'est juste grâce au microclimat d'ici. Dans sa ferme verticale, l'ancien banquier cultive 130 variétés de légumes, d'herbes et de fleurs comestibles. Une récolte qu'il réserve aux chefs des restaurants du gratte-ciel. J'ai une nouvelle plante par ici à te montrer, tu veux la goûter? Je veux bien. C'est de la stevia, tu connais? Oui. C'est un sucre qu'on retrouve dans les sodas. Ah, c'est bon. Ouais, c'est puissant.
Et là, il y en a une rose. Très joli. C'est vraiment un privilège pour n'importe quel chef du monde de disposer d'autant de variétés différentes. Sur son propre toit, qui plus est. C'est comme un rêve. Si le chef compose tout son menu avec la production du toit, aujourd'hui Singapour ne cultive que 7% de sa nourriture. Un chiffre que le gouvernement souhaite passer à 30% d'ici 2030. Dans la ville-jardin, l'avenir de l'agriculture rime plus que jamais avec architecture. L'ambiance. Et oui, on est maintenant à Lao Passat. C'est, tu vois, l'ancien marché qui a été reconverti aujourd'hui pour accueillir tous les petites échoppes qui étaient dans les rues avant. Et tu vas vraiment pouvoir faire un voyage autour de l'Asie du Sud-Est dans l'assiette. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, cet endroit que je découvre, c'est l'architecture même du marché couvert là. Ouais, c'est joli, hein. Ouais. C'est l'héritage britannique de Singapour avec ces bâtiments qui nous restent encore de l'époque de Sir Raffles qui est arrivé ici. Sir Raffles, à qui on doit la création de Singapour, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai envie de te faire goûter quelque chose. Ouais. Spécialité locale. Avec plaisir. Un gâteau aux carottes, s'il vous plaît. Bon, bah, tu me fais goûter une petite omelette. Mais vas-y, essaye. Du tofu? Non. De la pâte de riz? Eh bien non. Alors, ça c'est un carrot cake, un gâteau à la carotte. Ça, c'est de la carotte. Elle est toute blanche, la carotte. Alors non, c'est là toute l'histoire. En fait, c'est pas de la carotte. Il y a eu un problème de traduction il y a quelques années, il y a beaucoup d'années d'ailleurs, quand c'est arrivé. C'est en fait du radis blanc. Ok. Donc, quand tu demandes un gâteau de carotte ici, c'est ça qu'on te sert. Exactement. Ok, très bien. Du radis blanc. J'adore cette balade avec toi, Mathilde, hein, parce qu'on passe d'une ambiance à l'autre, presque d'un monde à l'autre, et quelque chose me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises. C'est vrai. Et donc maintenant, on est à Little India, le quartier indien de Singapour. Un de mes quartiers préférés, je dois avouer. Parce que moi, en fait, je suis arrivée ici, là, c'était mon tout premier appart. Ok. Et maintenant, c'est ici que j'ai installé mon école de théâtre, qui est dans la rue juste derrière. Ouais, t'étais vraiment prédestinée à t'installer ici, hein. Ben ouais, je pense que c'est le destin. Il y a une ambiance en plus, hein, particulière, là. Hein. Oui, alors en particulier aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration de Deepavali, la fête de la lumière, la fête des couleurs, la fête des fleurs. Tiens Sophie, je vais te présenter Manisha. Bonjour Manisha. Hey Manisha. How are you? Bonjour. Hi Manisha, I'm Sophie. Nice to meet you. Manisha MG pour les intimes. Salut MG. Bonjour. Manisha qui a gentiment proposé de venir faire un rangoli. Le rangoli, c'est un objet fait à base de riz ou de poudre. Et il faut le placer devant la porte de votre maison pour accueillir les dieux dans la couleur et la joie et les inviter à la santé et à la prospérité. Eh ben, je veux bien que tu nous montres comment tu fais le rangoli alors. Avec plaisir. Nous allons fabriquer un rangoli. C'est très agréable à faire et nous allons le créer toutes ensemble. On peut évidemment créer ce que l'on veut, mais ce qui se fait le plus souvent, et c'est le plus simple, ce sont des fleurs. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, c'est devant ton école de théâtre, Mathilde. C'est ça, en espérant que tous les dieux viennent m'apporter prospérité et bonne chance. Ça semble extrêmement enrichissant, Mathilde, de vivre ici, parce que tu es amenée à côtoyer plusieurs communautés et les traditions qui les accompagnent. C'est ça, et puis c'est pour ça que j'étais venue au départ, hein, pour faire cette école dans Little India qui regroupe
des gens venus du monde entier et qui sont tous intéressés par la même chose, qui est apprendre le théâtre à travers les arts traditionnels. C'est quand même très spécifique. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu ce que j'ai cherché, de s'enrichir soi-même et se découvrir soi-même à travers les autres. Et à Singapour, on est servi de ça. Magnifique, bravo. Bon, et bien, maintenant que les dieux sont invités dans le studio, je vous propose de rentrer à l'intérieur, aller voir le petit cours de théâtre que j'ai préparé. Parfait. Allons-y. D'abord, sentez l'énergie qui arrive en vous. Voilà, donc ça c'était l'échauffement. Et maintenant on va faire très rapidement une petite série de galeries de personnages qu'on va trouver dans le Kuriatam, mais également dans le Wayang Wong. Et le premier personnage que je vais vous inviter à venir découvrir, c'est un personnage doux, calme, qui est quelqu'un de très flexible, très sensuel également. On va faire un dernier personnage. On va faire le démon Ravana. Donc lui, il est ancré dans le sol. Donc là, on laisse sortir le démon qui est en nous. En Exactement. fait, hein. Exactement. Allez le chercher. Voilà. Et normalement, Ravana, il a un très gros rire comme ça. Mais tu fais peur, dis donc. C'est important pour toi d'assister à ces fêtes de Deepavali. C'est un événement particulier dans l'année? C'est un festival de lumière, de couleurs, une vraie célébration. Pour nous, notre famille, pour fédérer l'amour des uns et des autres et pour ne pas oublier de prier, d'être heureux, d'être reconnaissant d'être sur Terre. Est-ce que c'est un lieu d'inspiration aussi pour toi ici? Magnifique, bien sûr. Et puis ça me reconnecte un petit peu avec les arts traditionnels que j'avais pratiqués. Ça me permet de les redécouvrir un peu plus au contact des gens qui le pratiquent au quotidien. C'est hyper vibrant, ça donne beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Allumons ensemble nos lumières pour Deepavali. On en prend plein les yeux. Avec autant de couleurs, on a les odeurs aussi. On est venu à Singapour pour l'aventure. À plus de 10 000 km de la France, les premiers pas dans Little India de Laura, Raphaël et leurs jumeaux de 3 ans, Léon et Auguste, ressemblent à des vacances. Salut mon frère. Tu choisis. Lequel est pour toi? Pourtant, la petite famille s'apprête à vivre un grand chamboulement. S'installer dans la trépidante Singapour pour suivre Raphaël dans son nouveau poste à la banque. Réputée pour accueillir autant la jet-set que les milieux d'affaires, la cité-État est devenue l'une des destinations les plus attractives pour les expatriés. Allez, on va aller manger maintenant.
Mais pour les premiers jours, découvrir Singapour, c'est surtout un saut dans l'inconnu. Le défi, c'est de trouver quelque chose qui soit pas trop épicé pour que les enfants puissent arriver à manger. Et nous aussi. Et nous aussi. À l'heure du déjeuner, le tout Singapour se presse pour profiter des plats les moins chers dans la ville la plus onéreuse du monde. Mais pour les jumeaux, l'aventure culinaire commence par la découverte de leur nouveau couvert. Alors, c'est comme tu tiens un crayon, comme ça, et l'autre baguette, alors là, ça va être le casse-tête. Tu peux les planter, ça marche aussi. Ça y est, il est prêt. Il ne mourra pas de faim à Singapour. En France, ils étaient un peu dans leur petit confort, nous aussi, et puis là, on va être amenés à goûter tous plein de choses. Et l'avantage de Singapour, c'est qu'on peut y trouver vraiment plein de cuisines différentes. Attention. Bouillonnante, Singapour est un spectacle permanent qui se poursuit jusqu'à la tombée de la nuit. À Singapour, il se passe toujours quelque chose, quoi. Et à chaque fois, c'est quelque chose un peu d'inédit, on ne s'attend pas à le voir. C'est un peu la ville de toutes les surprises. Paradis des familles, Singapour drague aussi les jeunes talents venus ici pour se faire un réseau et renforcer leur CV. Ça va? Vous bossez sur quoi? Financière. Faites-moi de la place. Étudiante en marketing international, C'est puissance 20 et c'est 0,5. pour son premier voyage en Asie, Marie a choisi pour 2 ans Singapour et le quartier en renouveau de Geylang, au sud de la ville. Singapour, c'est une ville qui est vraiment très verte. C'est un peu un mix entre campagne et ville. Ce côté éphémère, c'est ce qui permet de profiter le plus de cette ville. Du coup, on profite 2 fois plus de chaque moment parce qu'on sait que c'est pas pour toujours. Alors pour réussir son expérience hors de ses bases, la Française a fait le pari de s'intégrer grâce au sport. Aujourd'hui, elle joue son premier match de softball avec ses coéquipières, toutes singapouriennes. Salut Marie, tiens, c'est pour toi. J'espère que c'est la bonne taille. Oui, c'est bon. Premier maillot, numéro 24. Je fais partie de l'équipe. C'est assez rare. On ne croise pas souvent d'Européens qui jouent au softball. C'est courageux de sa part d'aller vers des inconnus. Spartans, allez, on y va. Allez Marie! C'est l'ambiance, quoi. C'est l'idée du sport, de s'amuser, passer du bon temps. Et puis trouver une petite famille, une équipe, quoi. Cosmopolite, Singapour accueille l'une des plus importantes communautés françaises d'Asie. Environ 16 000 expatriés qui ont leurs boutiques, mais aussi leurs écoles. Une petite France à l'autre bout du monde. Bon les enfants, vous êtes prêts pour le premier jour d'école? Ouais. Je pense que les plus stressés, en fait, ce sont les parents, cette première journée. Bonjour. Dans la classe lavanda. Tu veux le mettre où ton sac? Ici. Voilà, super, t'as trouvé ta place. Ah. Nouveauté de cette rentrée scolaire, la classe se fait un jour sur 2 en français et en anglais. Comment tu t'appelles, Léon? Hello. Léon. Hi, Léon and August. Et là, ça va être important pour eux de communiquer avec leurs petits camarades parce qu'ils ne parlent pas tous français. Le système scolaire à Singapour, apparemment, est un des meilleurs du monde. Donc on est content de pouvoir leur offrir le meilleur. Papa, il va aller au travail, d'accord? Papa. Ouais.
pourquoi pas aussi. On n'a pas de compte en banque, on n'a pas de carte SIM, on n'a pas d'appartement, mais bon, voilà, les petits sont à l'école. Je pense qu'on est qu'au début de cette super aventure. Heureuse que ma balade continue en ta compagnie, Malcolm. Toi qui es un grand chef étoilé ici, c'est assez naturel qu'on se retrouve dans un marché parce qu'un chef aime toujours sentir, toucher, voir les produits. C'est toujours là que commencent les recettes. Tout à fait. Ici, c'est un de mes marchés préférés. Les habitants aiment venir y acheter des ingrédients locaux. C'est une communauté malaisienne. C'est pour ça que tu trouves ici tout ce dont tu as besoin pour faire des currys épicés ou des bao. Il y a beaucoup de produits typiques de la cuisine Peranakan, qui est une fusion entre les cultures malaisiennes et chinoises. Qu'est-ce qui t'intéresse alors aujourd'hui? L'ingrédient le plus intéressant à cuisiner est celui-ci. Ok. Son nom local est bois kelloa. On l'appelle aussi panjum. C'est une noix empoisonnée au départ. Okay. Elle contient du cyanure d'hydrogène. Et tu le cuisines quand même? Oui. Donc en fait, tu es en train de me dire que je suis obligée de te faire totalement confiance si je veux venir manger dans ton restaurant, si je veux pas être empoisonnée. C'est ça. Bonjour madame, vous avez beaucoup de clients pour ça? Oui. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu dangereux, il fallait savoir vraiment cuisiner. Elles sont dangereuses quand elles sont sur l'arbre. Là, elles sont déjà détoxifiées. Et vous pouvez nous montrer comment c'est à l'intérieur? C'est comme ça, une fois la coque cassée. Vous voyez, c'est tout noir. Ah ouais, ça alors. Ça sent... Une odeur un peu terreuse. Ouais. Préparé avec des épices, c'est délicieux. À l'origine, le pays avait surtout une communauté malaisienne. Mais de nombreuses personnes sont venues ici à partir du XVe siècle pour faire des affaires. Et très tôt, les immigrants chinois sont arrivés. Ils ont fait du commerce, se sont mariés avec des Malaisiens et ont créé petit à petit la culture Peranakan. Sophie et nous sommes à Khun Sen Road, dans le quartier Katong. Il y a beaucoup de Peranakan qui vivent ici. Tu peux voir les maisons. Elles ont une architecture vraiment unique, avec des inscriptions, des dessins, des animaux de la culture chinoise. Mais en même temps, les couleurs sont très locales. On retrouve ça également dans notre cuisine, qui est très variée et colorée. Qu'est-ce qu'on t'a raconté dans ta famille sur tes ancêtres? Tout ce que je sais, c'est qu'ils aimaient beaucoup la gastronomie. D'accord, il y avait ça chez toi déjà? Ils aimaient la cuisine et la famille. C'est une grande partie de notre culture. Là, nous sommes au Jardin botanique de Singapour. Il a été fondé en 1859. Il est très ancien. C'est un lieu très grand, avec de grandes aires de verdure et une grande variété de plantes et d'arbres. On a vraiment voulu garder ce poumon vert dans la ville. Oui, avec ces buildings, Singapour est très pollué. Ce jardin permet de se reconnecter à la nature. Quand j'étais enfant, mes parents m'emmenaient ici, près du lac. J'essayais de donner à manger aux cygnes, même si c'était interdit. C'est ça, c'est pas permis ça. J'y ai de nombreux souvenirs. C'est véritablement un lieu important de mon
enfance. Tu te souviens des noix qu'on a vues au marché? Voici l'arbre. Tu peux voir le fruit dans sa forme entière. Ils sont déjà en train de mûrir. Et voici mon restaurant, en plein cœur du jardin. Le nom du restaurant est Panjiam. Cela fait référence à la noix et à l'arbre qu'on a vu. Tu peux sentir. Ah oui, on retrouve ces odeurs qu'il y avait sur le marché. Celui-ci est différent. Il est plus parfumé. Très intéressant, ça n'a rien à voir d'une noix à l'autre. Je comprends vraiment que ça puisse t'inspirer en cuisine. C'est bon, t'as assez là? Oui, c'est parfait pour aujourd'hui. Oui. Ça forme presque une pâte. Ça donne faim. Oui, c'est ça. Même si tu n'as pas faim, l'appétit revient. Tu peux goûter. Les saveurs sont riches. Le chocolat. Ouais. Chaque famille a ses propres saveurs, ses propres secrets. Avant l'ouverture du restaurant, ma famille est venue. Ma grand-mère, ma mère, mes tantes, elles ont tout goûté. Et tu devais avoir la pression, hein? Oui. C'est plus stressant que les inspecteurs du Michelin. Tu peux soulever le couvercle. Tu as de la queue de bœuf braisée et du riz cuit dans le jus du bœuf. J'ajoute le bouillon que nous avons préparé. C'est tout un cérémonial. Ah, c'est délicieux. Tu as d'abord les saveurs du bœuf et des épices. Mais c'est le goût du jus de noix qui reste en bouche à la fin. Mais on n'a pas du tout le feu du piment. C'est épicé, mais ça reste quand même assez doux. Merci beaucoup de m'avoir ouvert la porte de ton restaurant et de m'avoir accompagné. C'était un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup à toi aussi. Singapour est un voyage qui commence ou se termine inévitablement à l'aéroport. Mais si dans les autres pays, les touristes se pressent pour le quitter au plus vite, à Singapour, tout est fait pour y rester le plus longtemps possible. Surnommé le Joyau, le dernier terminal s'est offert rien de moins que la plus grande cascade intérieure du monde. Un vortex d'eau de pluie recyclée de 40 mètres de haut, et tout autour de la végétation à ne plus savoir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ça, c'est mon pinceau et je peins un tableau. Pousse contre le mur. Plus près. Encore, encore. Contre le mur. Au total, Erina, la paysagiste en chef, s'occupe de 2000 arbres et 200 000 arbustes pour composer ce jardin sur 4 étages. Imaginé 4 ans avant l'ouverture du terminal de Jewel en 2019. Comme cet endroit est très humide, on doit choisir des plantes qui résistent et s'adaptent à ces conditions, comme les bégonias. Et là, c'est parfait pour elles. L'aéroport donne le premier aperçu de ce que Singapour peut offrir aux touristes. Et j'espère leur faire une bonne impression.
Temple de la démesure, grand comme 1800 terrains de football, l'aéroport de Changi est une ville dans la ville. Avec ses 300 magasins, son parc d'attractions ou son cinéma. Pour les plus romantiques, il est même possible d'organiser son mariage dans l'aéroport. Et sur la liste des invités, de drôles de robots se chargent de l'animation. Il faut juste scanner ce QR code et vous pouvez commencer à discuter. Je m'appelle Ella. Enchantée. Oh, tu veux m'entendre chanter? Les robots sont là pour soulager le travail de base des employés de ménage, mais ils ne peuvent pas remplacer les humains. Donc ils travaillent main dans la main pour augmenter la productivité des employés. Passez un moment agréable. Condensé de Singapour, l'aéroport possède aussi son propre Hawker Center. Ces stands de restauration où sont préparés en quelques minutes des plats bon marché, comme un dernier souvenir de voyage. Ici à l'aéroport, j'ai plus de commandes de soupe de nouilles car en général, elles sont moins épicées. C'est mieux pour prendre l'avion après. Je voulais prendre un dernier plat local avant de rentrer en Australie. C'est bon, goûteux et rapide. Le jardin aux papillons, c'est dans ce terminal? Oui, c'est bien ici. Il faut juste tourner à droite et ensuite, c'est tout droit. Avant de décoller, au terminal 3, les nouveau-nés de l'aéroport sont prêts à prendre leur envol. On ne les force pas à s'envoler, mais on a juste à les toucher et ils s'en vont. Pas dérangés par le bruit des avions, plus de 1000 papillons tropicaux mènent une vie en transit dans le seul jardin aux papillons au cœur d'un aéroport. Les papillons dans ce jardin vivent plus longtemps que dans la nature, parce qu'il n'y a pas de maladie ni de prédateurs. Pour ceux qui veulent se rapprocher au plus près des avions, l'aéroport possède une adresse presque confidentielle. Un hôtel avec bar et surtout une piscine sur les toits du terminal 1. Avec une vue imprenable sur les pistes d'atterrissage. C'est un super moment de pause après un très long vol. On peut regarder les avions atterrir. C'est très relaxant, c'est cool. Longtemps classé en tête des meilleurs aéroports du monde, pour retrouver sa couronne, celui de Singapour voit grand. Dans quelques années, un nouveau terminal, toujours plus futuriste, verra le jour. Une extension qui permettra d'accueillir au total près de 130 millions de passagers chaque année. Sophie, peux-tu me passer les orchidées? On les sépare du morceau de bois. Ah oui, j'aurais pas osé faire ça. Tu coupes carrément. Ok. Ah ok, that was easier. D'accord. Donc ça a été juste un support pour les faire grandir. Yes. Now we take it from Oui, somewhere artificial. elles ont été créées en laboratoire. Et là, nous allons les fixer sur l'arbre derrière nous. Behind us. D'accord. Ok. I will just be going a few On va l'attacher solidement. Ok. around it. Tu peux m'aider? Let me hold it down. Then I can. Oui, parfait. Perfect. This Echinopsis is C'est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle utilise l'humidité des arbres pour pousser. It's a species that's native to
Cette espèce est spécifique de la région de Singapour. Elle est donc très rare. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aidons à réintroduire cette plante dans le milieu naturel. Singapour, c'est vraiment autoproclamé, ville verte. Qu'est-ce qui reste en fait de la forêt primaire d'origine ? Singapour est bordé de nombreuses forêts tropicales. C'est notre devoir et notre responsabilité de protéger ce que nous avons et continuer à replanter des arbres autant que possible. Nous sommes dans la serre du Jardin des Orchidées. Ce lieu a ouvert l'année dernière. Il y a des orchidées de chaque coin du monde. Les orchidées ont toute une symbolique, les couleurs veulent signifier des choses particulières, l'amour, la passion et plein de choses différentes. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est cette symbolique-là ou c'est bien au-delà de ça? Ces fleurs sont très spéciales pour moi, car il y en a une très grande variété. Ce qui me passionne, c'est de voir comment les orchidées trompent leurs pollinisateurs en dégageant un parfum qui peut être sucré afin de les attirer. Et tu es passionné au point de connaître vraiment toutes les orchidées qui existent. Si par exemple je te demande comme ça quel est le nom de celle-ci, tu es capable de me la citer? Ça, c'est une Dendrobium kingianum d'Australie. Celle-ci? Dendrobium stubley dinosaure. Ok. Ah, je vais réussir à te coller quand même. Allez, celle-ci. C'est une Dendrobium atroviolaceum hybride. Ouais, tu me bluffes, là, c'est vraiment une histoire de passion, là. On dit que c'est vraiment le symbole de Singapour, un trésor presque national. Ouais, c'est vraiment ici un conservatoire exceptionnel. Bien sûr. Ça a toujours été mon rêve de travailler ici, de créer et de répertorier les espèces. C'est un travail de rêve. Nous sommes dans le Jardin national des orchidées, devant des fleurs sur lesquelles nous pratiquons l'hybridation. C'est un petit peu le docteur des fleurs, le docteur des orchidées. On peut dire ça. Ah oui. Voici le pollen que je prélève. C'est très délicat comme opération. Puis je vais le déposer sur cette autre fleur. Celle-ci est vraiment l'emblème national. On espère obtenir une fleur plus grosse. Et pour toi, c'est vraiment une contribution à la préservation, à la protection de ces orchidées. Mon travail est d'aider à créer de nouvelles variétés pour Singapour, pour que le pays continue à rester à la pointe de cette industrie. Certaines de ces espèces portent le nom de personnalités célèbres qui viennent nous rendre visite. Ça contribue à la diplomatie. Nous sommes au laboratoire du Jardin national. On va te montrer le processus de germination. Avec mon collègue, Monsieur Ko. Bonjour, monsieur. Nice to meet you. Enchanté. Sophie, nice to meet you. Ici, nous pratiquons la germination in vitro. Ça nous permet de mieux contrôler la production d'orchidées. Comme l'orchidée est pauvre en nutriments, nous devons la nourrir. Dans la nature, elle a besoin de champignons pour bien germer. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais la famille des orchidées est l'une des plus importantes, une des plus larges au monde.
C'est la deuxième plus grande famille de plantes à fleurs au monde. En faisant cela, nous contribuons à améliorer la conservation des écosystèmes de Singapour. Tu veux essayer? Ah bah oui, avec plaisir. Ah, je vais me transformer en petite scientifique. J'ai l'impression d'être en cours de biologie au collège. Fais chauffer d'un côté et de l'autre. Ouvre pour récupérer les graines. C'est bon comme ça? Oui, très bien. Là, l'opération est délicate, hein. Entre maintenant et les premières tiges, il faut compter entre 2 et 3 ans. Ah, ok, parce que moi je veux voir une fleur, hein. Après ce que j'ai fait. Faut que je sois patiente. Mais pour avoir une fleur, il faut ajouter 1 ou 2 ans. Au total, tu vas devoir attendre 4 ou 5 ans. Donc là, ce que je viens de faire... Non, 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 non. Oh, j'ai fait la bêtise, il fallait pas faire ça, il fallait pas le toucher. Ici, c'est la zone qui crée un environnement stérile. J'ai tout gâché? Non, c'est bon, c'est pas resté longtemps dehors, c'est protégé. Ah, je m'en serais voulu là, franchement, je m'en serais voulu. Allez, rendez-vous dans 4 ans. Merci beaucoup, hein. Merci pour cette expérience. Ceux qui sont au devant de la scène font plus de bruit, comme dans un concert de rock. Derrière, c'est plus un opéra classique. Certains sont comparés à des ténors, d'autres des barytons. Mais tous sont hissés au rang de virtuoses par des éleveurs mélomanes. C'est vraiment un plaisir de les écouter. Bon, le mien là ne chante pas, il est timide. Il préfère danser. Et à Singapour, comme dans toute l'Asie du Sud-Est, un oiseau qui chante bien peut se revendre plus cher qu'une voiture ou qu'une maison. Alors, tous les week-ends, dans le quartier de Kebun Baru, ils sont des dizaines, exclusivement des hommes, à s'asseoir pendant des heures pour observer leurs protégés. Certains propriétaires que je connais, je sais qu'ils prennent davantage soin de leurs oiseaux que de leurs femmes. Je n'en suis pas encore là, même si je m'en rapproche. Pendant que les oiseaux chanteurs restent dans leur cage dorée, d'autres animaux de la ville ont heureusement pris leur envol et se retrouvent à chahuter la très sage Singapour en toute liberté. Dans ce zoo à ciel ouvert, depuis quelques années, la ville du Lion s'est trouvée une nouvelle mascotte à la fourrure brune. C'est un des endroits où on a observé des loutres aller et venir. Elles recherchent leur nourriture, du poisson. Lancé dans un jeu de cache-cache sous les ponts de la ville, aujourd'hui, c'est Dennis qui a gagné la partie. On les appelle la famille Passyris. Elles s'amusent là. Ces animaux sauvages se sont adaptés à notre environnement urbanisé. C'est pour ça que les Singapouriens les aiment. Un amour réciproque qui devient de plus en plus envahissant. En 3 ans, le nombre de loutres dans la ville a triplé. Elles seraient aujourd'hui près d'une centaine à se sentir comme des poissons dans l'eau. Mais à Singapour, la place des animaux dans la ville n'est pas toujours aussi simple. Surtout quand il s'agit d'un voisin un peu gênant et potentiellement mortel. On nous a appelés parce qu'ils ont réussi à contenir un cobra. Il crache, et il crache dans les yeux. C'est un sniper. Arrivée de Suisse il y a 7 ans, Julia a abandonné la finance pour faire partie d'une brigade d'intervention unique à Singapour. Avec comme mission de secourir les animaux sauvages les plus intimidants. C'est un bébé qui s'est trouvé par ici parce qu'il y a pas mal de grenouilles dans le coin et que c'est leur plat préféré.
Il est beau, hein? Mais fais ce que je dis. Voilà. À peine le temps de placer le cobra à l'abri, ce matin-là, les appels s'enchaînent. En moyenne, une trentaine par jour. Cette fois, c'est un varan qui semble coincé bien loin de son habitat naturel. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'à Singapour, on arrive à avoir une ville autant urbanisée et autant d'animaux sauvages à aider. Et c'est ça que j'adore. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Plus que jamais, une jungle urbaine, à Singapour, les animaux exotiques peuvent se cacher là où on les attend le moins. Comme dans le système de pompe de la piscine d'une résidence privée. Ah, ça y est, je vois une patte. Là, on voit sa queue. Pour nous, c'est difficile de manœuvrer. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous échapper. Ready? Prêt? Il arrive vers toi. Tiens-le. Ça y est, je le tiens. Ah oui, il se laisse pas faire, il glisse. C'est bon, je le prends. Allez, mon pote. Allez, sortons-le d'ici. Ah oui, c'est un beau bébé. Mais là, du coup, il s'avoue vaincu. Bénévole, Julia a tout appris sur le terrain. Un sang-froid bien utile pour rassurer aussi les habitants, pas très à l'aise à l'idée de cohabiter avec cette faune. Celui-là est vraiment gros et nos résidents ont peur de lui. Donc j'espère que vous allez l'éloigner d'ici. Vous savez, il n'est vraiment pas une menace pour les humains. Il n'attaquera personne. Et celui-là encore moins, après ce qu'il a vécu, il est surtout apeuré. Mais s'il y en a un autre, on reviendra. On fait ça gratuitement. Moi, j'essaye juste d'aider les animaux. Après de longues négociations, la jeune femme a obtenu l'accord pour relâcher le varan dans le jardin de la résidence. Ok, c'est parti, ça. Pour renforcer ce lien entre la ville et ses animaux sauvages, Julia profite de ces sauvetages pour rapprocher deux mondes plus habitués à se craindre. Il est gentil, vous pouvez le toucher. Et ça fait partie d'enlever les peurs, en fait. Et quand on n'a pas peur et qu'on comprend aussi leur utilité, peut-être qu'un jour, les humains seront plus tolérants avec les animaux. Merci. Alors Sophie, changement d'ambiance. Tu voulais voir la vie un peu quotidienne et puis ce qu'on arrive à faire en dehors de la cité-État où on est toujours pris par le boulot, etc. Et ben moi, ce que j'ai trouvé, c'est que tous les week-ends, je viens ici à Sentosa, sur une de ces plages artificielles, pour faire du va'a, de la pirogue polynésienne. Et là, donc, tu vois, l'équipe va'a Team France, qui est une équipe qu'on a fondée avec des copains il y a quelques années. Le but du jeu, c'est l'aventure et le social. And go! Voilà, regarde loin devant toi et essaye de suivre tout le monde. Et on change. On change de côté, là, c'est ça? Exactement. Donc, quand tu entends le hut, ça veut dire qu'on va faire un changement de côté. Tu fais encore un coup de pagaie en disant « Oh !» et après, tu changes de côté. D'accord. Oh. Ok, donc là, on va doucement sortir des petits lagons de Sentosa. L'environnement que nous avons là autour de nous, tous ces bateaux, ces porte-containers là qui nous entourent, c'est quand même très impressionnant. Alors là, on se sent tout petit. Bon, il y a quand même un petit peu d'espoir. On a quand même des animaux qui vivent ici à Sentosa. C'est pas rare de voir des tortues, des dauphins. Il y a quand même de la faune qui arrive à vivre ici. Ah, faut garder la cadence, hein? Eh ouais. Alors ça fait bien les bras, bien les abdos. Ouais, c'est droite, gauche, droite, gauche. Ah mais
mais j'avais pas prévu que ce soit l'aventure comme ça. C'est ça. Moi, je croyais que c'était un petit L'aventure. entraînement, mais non, en fait. Oh là là. Attention. Oh là. Ah oui, on prend l'eau. Alors, on va passer juste à côté de Ammunition, l'île des munitions, qui est une vraie île, celle-là. Ça fait du bien de se dire que tout n'est pas artificiel quand même ici à Singapour. Alors là, on admire la ville de Singapour depuis l'eau. Bon, tu te sens bien ici? Écoute, je suis très heureuse ici. C'est une super expérience d'expatriation et de s'installer ici. Ça me va très bien. Bonjour. Ça va? Très bien. Bienvenue à bord. Je vois qu'il y a des plongeurs là qui sont de retour. Il ne s'agit pas de plongée loisir. Elles ont, ces plongées, un objectif bien précis. Oui, nous organisons des expéditions chaque mois. Aujourd'hui, nous avons 8 plongeurs qui font de la collecte de données sur les poissons et toute espèce sous-marine. Et nous transmettons ces documents, photos, vidéos, aux parcs nationaux et à ceux qui en ont besoin. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé alors à te lancer dans ce genre d'action? Je plonge depuis plus de 10 ans en loisir, mais j'ai toujours voulu donner plus. Ici, il y a une des biodiversités les plus denses au monde. J'ai eu de la chance d'avoir cette opportunité. Et c'est si important de chérir et de protéger ces fonds marins, le peu de nature qui nous reste. Alors, les usines, le trafic maritime, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pollution là, ici. Oui, à Singapour, nous avons des menaces écologiques. Le réchauffement climatique a un impact sur la température de la mer, sur la visibilité et provoque la destruction des coraux. En plus de cela, nous avons des usines et des activités de récupération des déchets. Cela provoque des traînées de sédiments qui menacent les fonds marins. Salut! Salut! Comment était ta plongée? Bien, j'ai vu un requin. Un requin? Tout près. Vraiment? Salut! Bonjour! On veut en savoir plus. On a vu un bébé requin dans un trou. Il est sorti et il faisait probablement cette taille. Super! Oui, il était gros. Regarde ce que j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Une limace de mer, trop mignonne. Tu fais pas tout ça seulement pour te donner bonne conscience. Ça a un réel impact. L'impact est réel sur les futures générations. Je veux que mes enfants de 1 et 4 ans puissent plonger avec moi dans 10 ans et voir les mêmes choses que moi. Nous collectons ces données pour que la jeune génération puisse les utiliser et apporter des changements au cours de leur vie. Qu'est-ce qui se passe, Andrea? Ils ont trouvé un requin pris dans un hameçon. Le requin se débat. On va essayer de le sortir de là. Je pense qu'il est toujours en vie. Bravo, vous avez sauvé ce petit requin.
Félicitations. En à peine quelques minutes de traversée, la petite expédition se transforme en grand dépaysement. Bien loin de l'agitation de la ville, Pulau Ubin, l'île de granit, révèle le visage d'un Singapour encore sauvage, devenu la bulle d'air des citadins en mal de nature. À 77 ans, M. Chu s'assoit tous les matins à la même place pour conduire les visiteurs qui débarquent sur l'île. Pour moi, Singapour est trop moderne. Ici, je peux encore vivre une vie de village, avec des choses traditionnelles. Tout le monde se connaît. C'est une vie plus tranquille qui me correspond mieux. Et c'est peut-être aussi ce que recherchent les gens qui viennent ici. Ancien réparateur de vélo, M. Chu est né à Pulau Ubin et n'a presque jamais bougé de sa petite île de 10 km², réputée pour être restée fidèle au Singapour des années 60. Là, c'était notre théâtre. C'était comme un opéra chinois qui se produisait 2 fois par an. Et en face, il y a le temple chinois. Comme ça, même nos dieux pouvaient assister au spectacle. Je suis heureux et fier de faire partie des derniers habitants de l'île. Avant, on était près de 2000. Aujourd'hui, on n'est plus qu'une petite trentaine. Mais bon, au moins, je n'ai pas besoin d'aller sur la grande île de Singapour pour trouver du travail. Pour découvrir à quoi ressemblait Singapour avant son urbanisation galopante, il n'est pas nécessaire de s'excentrer de la ville. En plein cœur de la métropole, à l'ombre des tours d'immeubles, une enclave résiste encore à la modernité. Ici, c'est très différent de ce qu'on imagine de Singapour, avec ses grands buildings et ses gratte-ciel. Et je ne pense pas que ce soit notre identité. Notre histoire a commencé ici, dans ce qu'on appelle un kampong. En malais, le kampong, c'est le village traditionnel. Celui de Lorong Buangkok et ses 25 familles est le dernier encore habité alors qu'il y en avait plus de 200 il y a à peine 30 ans. Dans un des quartiers les plus prisés de Singapour, un petit bout de femme résiste presque seul à la pression immobilière. Mon père a acheté ce terrain en 1956. À sa mort, je lui ai fait la promesse de garder cet endroit et de garder des loyers très bas, entre 6 et 30 $ maximum par mois. Ici, on est libre de planter les arbres qu'on veut, de garder nos animaux. Bien sûr, avec ces conditions, il y a beaucoup de demandes pour s'installer ici. Mais je dis non, on est au complet. À peine sorti du kampong, on retourne à la civilisation. Je pense que la plupart des gens qui passent ici ne connaissent même pas cet endroit. Tout au nord de Singapour, il existe encore des zones complètement sauvages et inhabitées. À l'exception de la faune qui peuple la réserve de Sungai Buloh. C'est ici que Sean et Nasri ont commencé à s'intéresser à ce monde sauvage et fascinant. Oh mon Dieu, je l'ai vu. C'est le plus grand papillon de nuit du monde. Même si je suis déjà venu ici de nombreuses fois, ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je me balade dans cette réserve. La nature n'a jamais fini de me surprendre. Sur la route des oiseaux migrateurs, la réserve est une large mangrove où les animaux les plus impressionnants ont trouvé refuge. Sans crainte, les deux amis profitent de ces balades pour se reconnecter avec la nature. Pour certaines personnes, le son qui nous entoure n'est que du bruit. Mais pour ceux qui aiment la nature comme Nasri et moi, ça signifie que la vie des insectes se porte bien. Le chant de la nature est même rassurant. Si la forêt était silencieuse, ça voudrait dire qu'il y a un prédateur dans le coin.
C'est vraiment déstressant, d'autant plus dans une ville comme Singapour, où la productivité est un objectif principal pour les individus. Véritable poumon vert de Singapour, la réserve de Sungai Buloh aurait pu ne jamais voir le jour. Menacée par un ancien projet d'élevage de crevettes. Finalement, quelques défenseurs de la nature ont réussi à en faire un sanctuaire de la vie sauvage et créer ainsi la première réserve naturelle de Singapour. C'est maintenant à nous, la nouvelle génération, de prendre la relève de ces combats. On a encore beaucoup d'espaces naturels à protéger et on va continuer la lutte des anciens qui se sont battus pour nous. J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir. Je viens en paix, Lynn. Bonjour Sophie, enchantée. Bienvenue dans la maison de mon clan. Et désolée de t'avoir fait peur. Non, tout va bien, merci. Je suis très heureuse de faire ta connaissance. Ici, on est dans le quartier de Chinatown et tu fais référence à une maison de clan. Hein, c'est là où nous sommes. Ici, un lieu que tu affectionnes particulièrement. Un clan était un peu comme une ambassade à l'époque. Celui-ci a été fondé par 4 pères qui venaient de Chine. Cette communauté à Singapour leur permettait de s'entraider, de trouver un logement, un emploi et faire rayonner notre culture en dehors de la Chine. Sophie, je te propose de commencer la visite par la vue de la façade. Alors là, c'est vrai qu'on voit cette façade colorée avec plusieurs inscriptions. Qu'est-ce qu'on retrouve là, ici? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette maison est une base locale, ce qui signifie que cette communauté vient d'une région précise de Chine. Ce lieu s'appelle Xinhuisian. C'est une province de Canton. Ce clan a été créé en 1840 et cette maison construite en 1924. Et les couleurs ont une signification particulière? Pour les Chinois, le rouge est de bon augure. On aime tout ce qui est rouge. Cette pièce est très belle. Qu'est-ce qu'on retrouve là à l'intérieur? Le mobilier est un don des fondateurs du clan. Cette pièce a été bien préservée. Elle a résisté à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est grâce à cet homme. Qui c'était? C'était un médecin qui a transformé cette maison en hôpital pendant la guerre. C'est pourquoi les Japonais ont laissé ce lieu tranquille. C'était difficile d'avoir du riz à l'époque. Mais grâce à notre organisation, nous avons pu en distribuer aux gens dans le besoin. Ici, c'est mon terrain de jeu, avec toutes ces têtes de lion. Derrière, nous avons un hôtel pour les ancêtres. C'est pour rendre hommage à tous les membres du clan qui sont morts. Chaque tête de lion symbolise, signifie quelque chose de particulier? Oui, ces 5 têtes sont très emblématiques. Chaque couleur représente un ancien général du clan. Et ici, là, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est ce qu'on appelle des mannequins de bois. Quand on voyageait en bateau, c'était difficile de se battre. Alors on a créé des mannequins d'entraînement. On passe les bras ici, puis comme ça. Un coup ici, puis là. Ça permet de garder la forme sur le bateau. Ouais, je me rends compte surtout qu'il ne faut pas t'embêter, toi. Les Chinois, nous croyons en la non-violence. Par exemple, quand tu salues avant de combattre, tu fais ce geste. Tu couvres ton poing avec ton autre main. Ce poing veut te frapper, mais ton autre main retient le coup.
impressionnant de le voir arriver comme ça. Il a presque l'air vivant quand il s'anime. Alors là, par exemple, quelle petite histoire cette danse nous a raconté? Le lion est un symbole de bon présage pour les Chinois. Il y a une légende pour le Nouvel An. Une créature est venue dévorer les habitants d'un village et détruire leurs plantations. Les Chinois ont donc innové et créé un lion pour effrayer la créature. J'aime beaucoup la passion avec laquelle tu me parles de tout ça. Je sens que c'est vraiment ancré, vraiment au plus profond de toi. Ça fait partie de ta vie, ça remplit ta vie, tout ça. C'est comme quand j'ai commencé à apprendre. C'est grâce à cet endroit que j'ai appris les arts martiaux, la danse du lion et du dragon. Tellement de choses. Désormais, c'est à mon tour de transmettre. Les gens sortent et font la fête chaque semaine. Ici, c'est ma façon de faire la fête. This is my party. Dans cette ville, le temps file trop vite. J'ai toutes ces horloges autour de moi et pourtant je manque de temps. Parfois, j'aimerais qu'ils s'arrêtent. Quand les aiguilles se figent, les horloges centenaires de l'atelier de David Lim permettent de voyager dans le passé. À une époque où Singapour n'était pas encore lancé dans une course contre la montre et où les petits métiers rythmaient les journées des habitants. Un café kopi au kosong. Et cela commence dès le matin dans les vapeurs d'un épais café noir, appelé ici un kopi. Depuis 1939, Monsieur Tang est la 4e génération à jongler avec les carafes de la boisson traditionnelle des travailleurs du quartier chinois. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de temps avant d'aller au travail. En 5 minutes maximum, on doit servir les toasts, les œufs et le kopi. C'est mon rythme de vie. C'est même mon seul moyen de commencer la journée. Avant d'être servi avec du sucre ou du lait concentré, le kopi de Monsieur Tang est brassé plusieurs fois. Résultat, son mélange contient 2 fois plus de caféine qu'un café arabica classique. Je mixe moi-même mon café pour enlever toute l'acidité. S'il est bien préparé, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup dans la journée. 1, maximum 2. Il ne faut pas en boire plus. Ça te donne l'énergie dont tu as besoin pour la journée. À Singapour, si le charme de l'ancien a un goût très prononcé, il peut aussi se révéler doux et sucré comme un souvenir d'enfance. Les kueh sont comme des desserts pour nous. Mais on peut les manger à tout moment de la journée. Préparés dans les cuisines de la famille Wong, les bouchées colorées sont composées de riz sous toutes ses formes. Chaque jour, 10 à 15 kilos sont lavés, teintés et enfin cuits à la vapeur. Le riz est l'élément de base de la nourriture à Singapour. C'est donc normal qu'on l'utilise pour tout. Le résultat doit être élastique. Quand tu le mâches, ça doit s'étirer. Ces recettes, on les conserve comme un secret. Personne ne connaît précisément tous les ingrédients, à part mes parents. Dans la culture Peranakan, les descendants des premiers immigrants chinois installés à Singapour, chaque repas raconte une histoire. Les couleurs les plus vives représentent les moments joyeux de la vie.
à l'inverse des couleurs ternes qui représentent les instants les plus tristes. Ma grand-mère nous racontait qu'il faut passer par toutes les couleurs et en quelque sorte les digérer. Et à ce moment-là, notre vie prend du sens. Tu ne peux pas avoir un arc-en-ciel multicolore avec une seule couleur. Tu as besoin de toutes les couleurs dans ta vie. Un dernier pour la route. Du sucré au piquant. À Singapour, il n'y a parfois qu'une rue à traverser pour changer de pays et se plonger dans les années 60, quand un importateur d'épices décida de lancer sa petite épicerie en plein cœur de Little India. Chez Tanda Pani, vous pouvez tout trouver. C'est un magasin authentiquement indien. On n'a rien changé. Même pour la climatisation, on ne veut rien apporter de trop moderne. C'était la devanture du magasin il y a plus de 50 ans. C'est mon grand-père là. Après y avoir passé toute son enfance après l'école, aujourd'hui, Mina a repris l'entreprise familiale comme un hommage à son grand-père. Mon grand-père avait un carnet pour chaque client. Il écrivait leur nom, il leur donnait leurs courses, et quand ils revenaient le mois suivant, il payait et récupérait les courses du mois. En plus, ils pouvaient aussi poster leur courrier, changer de l'argent. C'était un endroit pour tout faire. Mais dans les supermarchés, bien sûr, c'est inimaginable. Rappelle-moi, depuis combien d'années tu viens ? Je viens depuis les années 50. Malgré la concurrence des supermarchés, on arrive à garder nos habitués de génération en génération. Il y a une continuité, une chaîne qui ne s'est jamais interrompue. À Singapour, les derniers petits métiers font encore vivre ces échoppes de quelques mètres carrés. À bientôt. Mais d'autres gagne-pains du passé s'affichent eux au grand jour. Comme un pied de nez à cette cité-État tournée vers le futur. Sur la grande avenue des magasins de luxe, l'oncle Chieng continue de vendre ses glaces traditionnelles servies dans une tranche de pain. Moi, j'ai commencé en 1965, donc ça fait 57 ans que je fais ça. C'est un lieu de passage, donc c'est le meilleur endroit pour continuer de faire vivre la tradition. Une autre durian. Ça me rappelle mon enfance. Haricots rouges et durian, c'est mes parfums préférés. Un goût de nostalgie qui a bercé les heures passées de Singapour. Il faut alors en profiter avant que l'horloge ne se remette à tourner. Je ne pouvais pas quitter Singapour sans faire un petit tour avec toi parce que tu n'es pas seulement une ambassadrice de Singapour, tu es aussi une championne hors pair dans une discipline qui m'impressionne un petit peu. Oui, je fais du parachutisme d'intérieur et d'extérieur. En intérieur, on vole dans une soufflerie, on fait des rotations dans tous les sens. Et en extérieur, c'est la même chose, sauf qu'on saute d'un avion. Oui, c'est ça. Bon, quand on parle, ça a l'air tout simple, mais c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai fait ta connaissance la première fois sur tes réseaux sociaux. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit, cette fille est incroyable, il faut que je la rencontre. Je fais différentes figures et rotations que j'intègre dans une chorégraphie. Il est possible de s'entraîner dans une soufflerie à Singapour. On peut essayer si tu veux. Ah oui, alors ensemble, je suis pas sûre. Moi, je suis très heureuse de devoir faire des figures. Je suis pas sûre d'être capable de faire ça. On verra plus tard. C'est vraiment l'île du divertissement, hein, Sentosa. On peut effectivement faire un tas de choses et voler en fait partie. Alors si
aujourd'hui Sentosa, c'est l'île du divertissement, ça n'a pas toujours été le cas. Sentosa a une riche histoire. On l'appelait autrefois l'île de la mort parce qu'il y avait beaucoup de pirates et elle a été utilisée comme base militaire durant la Seconde Guerre mondiale. C'est maintenant une île où règne la paix et la tranquillité et c'est devenu une attraction touristique. Bon, c'est plus l'île de la mort, c'est vraiment l'île des loisirs. Au départ, c'était une toute petite île qui a grandi au fil du temps. Oui, tout à fait. Dans le passé, c'était tout petit, puis nous avons récupéré plus d'îles au fur et à mesure. C'est maintenant une grande île qui peut accueillir beaucoup d'attractions touristiques. Ah oui, faut être souple. Tu peux essayer, Sophie. À ton âge, je savais faire ça. Tu es une grande championne, tu as gagné beaucoup de médailles, beaucoup de trophées, tu es même championne du monde dans ta discipline. Oui, j'ai gagné quelques médailles. Je pratique ce sport depuis environ 12 ans et je participe à des compétitions depuis l'âge de 10 ans. C'est chouette de pouvoir représenter Singapour dans le monde entier. Quand j'ai commencé la compétition, j'ai fait une équipe double avec ma partenaire. Nous étions la seule équipe féminine. Il n'y avait que des hommes qui avaient 3 fois notre âge. C'était un peu déroutant et il a fallu s'adapter. Mais année après année, ce sport devient plus connu. Il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent et beaucoup de jeunes enfants. C'est super de voir la communauté s'agrandir. T'es prête? C'est parti! Enfin, pas sûr, mais ok. Sois détendu et relax. Pas de panique et amuse-toi. Kira, je vais être très honnête avec toi. Au début, j'ai cru que j'allais pas du tout y arriver. Au début, c'est difficile parce que personne ne connaît cette sensation de flotter. Mais ensuite, on s'habitue et on prend du plaisir. Ouais. Bon, bah, mon voyage se termine avec toi. Au début de cette aventure, je me demandais en quoi Singapour pouvait être une destination touristique. C'est vraiment une petite île, Singapour, au milieu de l'Asie, mais qui a un pouvoir d'attraction. On peut tout faire à Singapour. Il y a quelques années, il n'y avait pas grand-chose, mais on a su se développer. Et aujourd'hui, c'est une destination incontournable. Beaucoup de gens viennent. Je suis très heureuse et fière d'être singapourienne et d'y vivre. Eh ben, je te souhaite le meilleur. Fais bien attention à toi et j'espère que tu vas gagner encore plein de compétitions. Thank you so much. C'est au sommet du Marina Bay Sands, un des immeubles les plus emblématiques de Singapour, que je vous retrouve pour vous dire au revoir. Après ces échappées belles singapouriennes, déroutantes, surprenantes, Singapour qui a le souci de préserver la nature au cœur de la ville avec près d'un tiers de son territoire recouvert par la verdure et qui développe à la fois des projets très ambitieux, très coûteux et qui ont forcément un impact sur l'environnement. C'est difficile d'être complètement vertueux. Pour ma part, j'ai été un peu déstabilisée par certains aspects un peu artificiels, aseptisés de la ville. En revanche, j'ai été très intéressée par la cohabitation des différentes communautés, par la mixité culturelle, comme l'histoire Peranakan, qui est vraiment un socle ici de l'identité singapourienne. J'espère que vous aussi, ça vous a intéressé.
Singapour, pour vous, est-elle un exemple de ville verte? Avez-vous envie d'écrire la Cité du Lion dans vos prochains carnets de voyage? N'hésitez pas à nous dire tout ça sur nos réseaux sociaux. Et si vous voulez revivre ces échappées belles, eh bien vous le savez, il y a le replay. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.